Avec nous ce matin, ça me fait plaisir d'accueillir Pierre Carabin, qui est le directeur de la technologie stratégiste en chef chez Pyrogenesis Canada, qui va nous faire une présentation des utilisations et du succès de Pyrogenesis dans l'utilisation du plasma. On a Ahmad Hamdan, qui est professeur et chercheur à l'Université de Montréal, évidemment, travaille dans le domaine du plasma. Julien Préjean, qui est chercheur et enseignant au département de physique du Cégep Saint-Laurent. Et pour terminer, en beauté, Rimée Daguerre, qui est chercheuse MBA, PhD. Elle est chercheuse au CTE, Centre de technologie de l'eau, et chargée de cours au Cégep également. Donc, Pyrogenesis, je vais laisser Pierre, dans sa présentation, nous en parler grandement. Alors, c'est un beau succès québécois, mondial. L'Université de Montréal, je pense, se passe de présentation. Très rapidement, même chose pour le Cégep Saint-Laurent, mais très rapidement, Centre de technologie de l'eau, pour ceux qui seraient moins familiers, est un centre collégial de transfert technologique. Donc, on fait de la recherche appliquée pour transférer la technologie ainsi que la propriété de la technologie aux entreprises québécoises, aux entreprises du milieu pour favoriser le développement du secteur québécois. Et naturellement, c'est au Cégep Saint-Laurent, le centre, parce que le Cégep Saint-Laurent a le mandat de donner le programme d'assainissement des eaux pour l'ensemble du Québec. Alors, voilà. Le plan du webinaire ce matin. Donc, premièrement, on commence avec la présentation de Pyrogenesis. On enchaîne avec une présentation sur le plasma froid et comment le plasma froid pourrait être utilisé dans le domaine du traitement des eaux. On va regarder le traitement des polluants émergents, qui, soit dit en passant, est une des thématiques identifiées par le ministère de l'Environnement et des changements climatiques, qui est identifiée comme une des thématiques les plus importantes pour le ministère pour les années futures. On va regarder un certain nombre minimal de données de marché et ensuite, l'idée, c'est de faire une table ronde. Parce que dans le fond, on veut vous présenter cette technologie-là, mais on veut en même temps et surtout avoir votre feedback suite à la présentation sur où, d'après vous, cette technologie-là se situe dans le spectre. Est-ce que de développement? Est-ce qu'on est encore au balbutiement en train de parler de l'utilisation du plasma froid pour le traitement de l'eau? C'est seulement une question de dialogue? Ou est-ce qu'on pense qu'il y a des applications importantes au Québec dès les prochaines années? En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue seulement à faire de la recherche ou on réussit à faire une technologie qu'on va pouvoir commercialiser? Donc, votre opinion va être importante dans les décisions qui se prendront. Donc, je vais laisser la parole à Pierre pour nous présenter Pyrogenesis. Donc, tu peux partager. Merci, Pierre. Je vais tenter de partager ça. Alors, share. Oui, je vais essayer de mettre ça en grand. Est-ce que vous voyez le bon écran? C'est-à-dire la présentation? Oui. Oui. Pyrogenesis. Oui. Excellent. Alors, merci tout le monde d'être là ce matin, quand même en grand nombre en webinaire. Alors, rapidement, les déclarations prospectives. On est une compagnie publique, donc on doit mettre ça sur nos différentes présentations. Donc, je vais vous parler de notre compagnie qui existe depuis plus de 25 ans, en fait, près de 30 ans maintenant. On a commencé en 1991. On est en fait un secret bien gardé au Québec, je pense. On est une entreprise spécialisée dans les plasmas thermiques. On a environ 70 employés, 2 sites à Montréal, des bureaux et puis une usine de fabrication et de pilotage. On est une compagnie qui développe ses propres technologies. On a aujourd'hui un portefeuille d'une centaine de brevets là, alloués ou en instance. Au niveau de l'équipe, donc on a une équipe
d'ingénierie, une équipe de fabrication. On est quand même assez intégré. On fait notre ingénierie de procédés, qui est vraiment notre cœur de métier, ingénierie mécanique et ingénierie électrique, automatisation, on fait tous nos systèmes de contrôle à l'interne. Donc, une compagnie intégrée, on fait de la fabrication et je vais vous parler un petit peu de nos domaines d'activité. Donc, on a essentiellement 3 grands créneaux. Un qui est côté environnement. Beaucoup de ce qu'on fait en environnement, c'est du côté de la gazéification, de l'incinération pour le traitement des déchets. On a développé des incinérateurs au plasma pour la marine américaine, donc des incinérateurs électriques qui n'utilisent aucune flamme au gaz ou à l'huile. Donc, on travaille avec eux depuis une vingtaine d'années. On a également une plateforme pour la gazéification des déchets qui permet de produire de l'énergie à partir de déchets. Et on s'attaque également aux déchets spéciaux, aux déchets dangereux, pour, entre autres, les forces spéciales américaines pour la destruction des armes chimiques. Si on va vers le centre de la diapositive, là, donc mines et métaux, on a une technologie pour la récupération de l'aluminium à partir d'écumes d'aluminerie primaire et également les usines de coulée d'aluminium. Une technologie qui est dans le fond, réduit de beaucoup les émissions de gaz à effet de serre puisqu'elle utilise encore une fois aucun brûleur et avec un taux de récupération qui est supérieur à la technologie conventionnelle. On est également dans ce créneau-là en train de développer une technologie pour la production de silicium métal, le silicium qui sert entre autres à faire des panneaux solaires et différentes applications. Tout ça avec un réacteur au plasma qui nous permet de faire en une étape ce qui se fait par des technologies conventionnelles. Encore une fois, on utilise l'électricité, donc avec une empreinte carbone qui est complètement réduite par rapport à la technologie conventionnelle. Et troisièmement, dans ce créneau-là, on a le bouletage de fer. Donc, ce qu'on fait, nous, ce qu'on propose, c'est de remplacer les brûleurs conventionnels au bunker ou au gaz par des brûleurs au plasma. Donc, dans le fond, nous, on convertit l'électricité propre en chaleur à haute température pour des applications industrielles. Donc, on voit de plus en plus d'intérêt dans le marché pour cette technologie-là. C'est un remplacement qui est relativement simple. C'est un remplacement 1 pour un brûleur dans des gros fours industriels. Puis une des premières applications qu'on travaille, c'est au niveau du bouletage de fer. On a fait un premier projet en Suède et on travaille maintenant sur un nouveau projet là, ici sur le continent américain. Et dernier créneau, c'est qu'on fait également de la production de poudre métallique en utilisant nos propres torches. Donc, on a notre propre technologie pour produire la poudre métallique, la poudre de titane qui sert dans les imprimantes 3D pour la fabrication additive. Donc, ça fait un peu le tour là, de nos différents créneaux au niveau des applications du plasma chez nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plasma? C'est le 4e étape de la matière. Le plasma est très abondant dans l'univers. C'est ce qui est dans un éclair, dans le soleil et dans les étoiles. Maintenant, nous, on est ce qu'on appelle un plasma thermique. Il y a différentes sortes de plasma. Je crois qu'il y a des gens qui vont parler des plasmas froids aujourd'hui. Donc, d'un côté, d'un plasma thermique, ce que c'est si on regarde de l'eau, on commence par un solide qui serait notre glace, ensuite on a notre liquide qui est notre eau liquide, et ensuite un gaz qui serait la vapeur d'eau. Et si on continue à chauffer, on va ioniser ce gaz-là et on va commencer à séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans la molécule d'eau pour former un plasma, qui est un milieu extrêmement chaud et extrêmement réactif. Et c'est ça qui nous permet, entre autres, de détruire des déchets de façon très, très efficace et aussi de bâtir des systèmes qui sont très compacts. Maintenant, comment est-ce qu'on génère ça? Je vous ai illustré ici comment fonctionne notre torche qu'on appelle, nous, à arc non transféré. Donc, c'est une torche pour un plasma thermique. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on va avoir une cathode qui est en tungstène noyée dans du cuivre.
et on va émettre des électrons pardon, à partir de cette cathode. Et on va pousser un gaz sur un arc électrique qui va se former entre la cathode et l'anode. Donc, pour la démarrer, on va commencer par une première électrode d'amorce, une anode d'amorce, et ensuite, on va s'en aller à cette deuxième anode-là. Et l'arc va tourner dans un tube de cuivre ici. Et à la sortie, on va avoir un gaz extrêmement chaud qui est de l'air ou de l'azote ou de l'argon ou de la vapeur d'eau, qui peut être différents gaz. Et cette flamme-là, entre guillemets, est surchauffée. C'est important de comprendre qu'il n'y a aucun processus de combustion ici. Tout ce qu'on fait, c'est chauffer un gaz avec un arc électrique. Donc, l'analogie que j'utilise parfois, c'est de parler d'un séchoir à cheveux. Donc, si on regarde ce qu'on a ici, c'est un séchoir à cheveux. Avec notre élément chauffant, c'est notre arc électrique. Puis, il va sortir un gaz extrêmement chaud, de l'ordre de 5 à 6 000 degrés pour de l'air, par exemple. Ça peut aller à 10 000 degrés ou plus pour de l'argon. Et ce gaz-là va nous permettre de traiter des déchets, ou ça va nous permettre de chauffer la matière, de fondre du métal. Donc, ça peut être utilisé pour de nombreuses applications. Si on regarde maintenant un peu les gammes de torches qu'on a chez nous, donc le premier modèle, c'est la APT, qui fonctionne essentiellement à l'air, mais peut être utilisée avec d'autres gaz également, de l'oxygène, par exemple, de l'azote, de l'argon. Donc, cette torche-là permet d'avoir une puissance entre 50 et 300 kW. On a ensuite la APT-HP, qui est une torche à haute puissance, qui aujourd'hui, on a une torche commerciale à 1 MW et on est en train de développer une 2 MW. La SPT, qui est une torche à vapeur d'eau, celle-là peut être utilisée pour détruire des gaz ou des composés qui sont riches en chlore, en fluor, par exemple les réfrigérants. Ensuite, on a notre RPT, qui est une torche à l'argon, une torche à haute enthalpie qui permet de fondre du métal, entre autres. Et finalement, la minigun, qui est une torche de faible puissance qui permet de faire de la projection thermique, qui peut être utilisée aussi pour des applications de type recherche et développement. On en a vendu à quelques universités. Je vous ai parlé un peu de nos capacités d'ingénierie. Une autre chose dont j'ai pas parlé, c'est qu'on a la capacité de faire de la modélisation CFD. Donc, on a une équipe qui fait ça et on peut modéliser ce qui se passe dans des gros fours industriels entre notre plasma puis les gaz de procédé. C'est l'exemple d'un four industriel de bouletage. On a aussi, je vous en ai parlé tantôt, la capacité là, de faire nos propres panneaux de contrôle. On développe nos propres programmes d'automatisation pour nos systèmes au plasma. On peut les intégrer dans différentes usines. Donc, on a toutes les connaissances chez nous pour faire de la programmation d'automates et également de supporter nos clients là, à distance. Très important dans un cas de COVID. Maintenant, application au niveau du traitement des eaux. Donc, nous, on a fait des choses un peu reliées. On a travaillé sur la génération de vapeur pour le procédé d'extraction de pétrole là, dans l'Ouest canadien qui s'appelle le SAGD. Donc, ce qu'on faisait, on a développé un prototype pour chauffer de l'eau. En fait, faire de la vapeur d'eau à partir d'eau sale. Donc, dans ce cas-là, c'est des électrodes immergées qui fonctionnent en courant alternatif. On a également, pas nous, mais il y a de la recherche qui s'est faite sur des torches à plasma, comme je vous l'ai montré, la torche thermique, le plasma thermique submergé dans l'eau pour détruire des solvants dans des eaux contaminées. C'est un travail qui a été fait en France par le CEA. Donc, on sait que le plasma thermique peut être utilisé pour le traitement des eaux. Maintenant, les défis qu'on voit là, dans des futurs programmes de recherche, c'est bon, combien d'énergie est-ce qu'on a besoin pour avoir un traitement efficace et comment est-ce que ça va être compétitif avec d'autres solutions, peut-être plus conventionnelles.
Et puis, voir les temps de traitement aussi pour s'assurer qu'on ne produit pas des sous-produits indésirables quand on fait un traitement thermique. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de notre prototype pour la génération de vapeur à partir d'eau sale dans le procédé SAGD. Donc, on voit ici notre prototype qui est avec 2 électrodes immergées. Ça permet de faire bouillir de l'eau par une bouilloire électrique à haute température. Et l'intérêt, c'est que dans le fond, on peut traiter de l'eau qui est sale, comparée peut-être à une bouilloire qui utiliserait des éléments chauffants conventionnels. Utiliser un arc, ça permet d'avoir toutes sortes... on n'est pas influencé par la qualité de l'eau qui est alimentée à la bouilloire. Je vous ai parlé brièvement aussi du traitement des CFC, donc expérience avec un plasma de vapeur qui permet d'avoir une bonne efficacité sur le traitement des gaz ou des liquides fluorés et chlorés. Maintenant, je vous en ai parlé aussi un peu nos capacités, nos compétences. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que depuis nos débuts, là, on est vraiment une compagnie qui développe des technologies. Donc, on a toute la chaîne chez nous, là, où on peut commencer par une preuve de concept, on peut faire des études théoriques, on a tout ce qu'il faut là, en termes de logiciels, de procédés, entre autres. Là, on travaille sur Aspen i6. Également, on peut faire de la modélisation thermodynamique, la modélisation CFD. On a différents réacteurs laboratoires qui nous permettent de faire des tests à petite échelle. On a différents systèmes pilotes, qui est une échelle intermédiaire. Et on a toute l'expertise aussi pour faire la mise à l'échelle et fournir des systèmes commerciaux clés en main. Notre compagnie, oui, je ne l'ai pas mentionné, elle est certifiée ISO 9001 et puis également certifiée pour l'aéronautique dans le cas de notre production de poudre. Alors, pour finir, un peu résumer nos capacités. Donc, on a une très bonne expertise, comme vous l'avez vu, au niveau des torches à plasma, des procédés plasma en général. On sait comment faire des mises à l'échelle à partir d'un concept jusqu'à une application commerciale. Et puis, comme vous avez vu, on a beaucoup d'expérience dans toutes sortes de clean tech, que ce soit traitement de déchets, réduction des GES, développement de nouveaux procédés plus propres. Donc, c'est vraiment notre expertise. Et puis, dans un projet comme on parle aujourd'hui, ça serait intéressant de voir comment on peut s'arrimer avec différents chercheurs pour développer vraiment un nouveau procédé. Avec notre but là, comme industriel, c'est vraiment s'en aller vers du commercial. Et c'est vraiment notre métier. Donc, j'ai hâte de voir comment on peut travailler ensemble. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Bien, merci beaucoup, Pierre, pour cette excellente présentation. Et on va... je vois Jean-François, est-ce que tu avais une question? Oui, j'hésitais, là, je voulais peut-être voir pour la formule, est-ce qu'on pose des questions tout de suite ou à la fin? On pourrait laisser une couple de minutes pour des questions à Pierre directement, mais à la fin, effectivement, après la présentation de Julien Amad et Rimé, comme je mettais à l'écran tantôt, il y aura une table ronde pour discussion, complément d'information, etc. Alors, si c'est spécifiquement sur Pyrogenesis, évidemment, on peut prendre une couple de questions maintenant. Petite question rapide, mais sinon, on en reparle plus tard. Merci beaucoup, Pierre, pour la présentation. C'est toujours passionnant de voir le potentiel infini du plasma dans plein d'applications. En ce qui a trait au point que tu as souligné là, sur l'efficacité énergétique pour le traitement des eaux, je suis en train de me faire une réflexion. Est-ce que l'efficacité serait améliorée sur une eau très concentrée en matière organique ou s'il n'y a pas nécessairement de lien? Bonne question. On peut supposer que plus c'est concentré, plus ça va être efficace, mais à voir. Parfait. Écoute, c'est juste la petite question qui me... Je ne peux pas te répondre
de façon, disons, certaine, mais oui, il y a une certaine logique à penser ça. OK. Dans ce cas-ci, peut-être qu'on peut penser à une optimisation où on préconcentre le plus possible les fluents avant de le traiter. Oui. OK, bien, on continue d'y réfléchir et on s'en reparle plus tard. OK, ben alors on va passer à la prochaine partie de la présentation. Ça ici de mon côté. Et donc, Rémi, si tu veux prendre le contrôle, et on va passer la parole à Julien. Oui, ben, bonjour tout le monde. Écoutez, ben, on va enchaîner sur, disons, une approche différente reliée au plasma. Donc, Pierre nous a parlé du plasma chaud et des technologies, les applications là-dessus. Nous, on va vous parler plutôt du plasma froid. Donc, en fait, la différence, c'est quoi? C'est que ben, dans un plasma chaud, ben, typiquement, les espèces vont être à l'équilibre thermodynamique. Donc là, on a mis des images très à l'extrême, comme le soleil puis un tokamak pour la fusion nucléaire, mais les plasmas de pyrogénésis rentrent dans cette catégorie-là parce que même si les températures ne sont pas élevées, ben, toutes les espèces sont à l'équilibre. Dans un plasma froid, la différence, c'est qu'on va avoir une température des électrons qui est élevée, mais les neutres, les espèces, les ions, vont rester à la température de la pièce. Donc ça, il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, ben, c'est qu'on peut traiter des matériaux qui sont thermiquement sensibles, évidemment. Le deuxième avantage, c'est la sélectivité chimique. Donc, on est en mesure de générer, de favoriser la génération de certaines espèces, comme par exemple des photons UV, des radicaux. Dans notre cas, là, pour le traitement de l'eau, évidemment, ce qu'on veut optimiser, c'est la production de radicaux OH. Donc, on peut changer de slide. Donc, en fait, on va aussi comparer en fait la technologie plasma à une technologie déjà existante pour le traitement des eaux qui utilise le plasma de façon indirecte. Cette technologie-là, c'est l'ozonation. Donc, à gauche, là, vous voyez un graphique qui montre les différentes façons là, de produire l'ozone par décharge électrique. Bon, vous voyez que le plasma est là. Il y a aussi une catégorie là, décharge corona qui est en fait aussi, là, peut être considéré comme un plasma. Et donc, typiquement, on va produire l'ozone en phase gazeuse et ensuite, on va l'acheminer à l'eau à traiter. Ceci dit, bon, il y a certains défis à cette approche-là. Le premier, le gros obstacle, en fait, c'est le faible pourcentage de dissolution de l'ozone dans l'eau. Donc, c'est assez difficile d'intégrer l'ozone gazeux à l'eau liquide. Ben, on peut régler ce problème-là avec l'approche plasma. Donc, ici, la différence, ce serait de générer le plasma à proximité de l'eau à traiter. Donc, on peut penser à différentes configurations là, de décharge. On peut avoir, par exemple, un système avec des électrodes immergées, où est-ce qu'on va produire la décharge, où est-ce qu'il va y avoir une production de toutes les espèces réactives du plasma en phase gazeuse, mais aussi en phase liquide, puis à l'interface entre le gaz et le liquide. Donc, on peut générer nos oxydants, pas juste les radicaux OH, mais aussi de l'ozone, du peroxyde, directement dans l'eau. On peut avoir du rayonnement UV aussi là, qui va participer à ça. Et donc, on peut profiter aussi là, de tout l'effet combiné de toutes ces espèces-là pour attaquer le polluant. Puis bon, j'ai oublié de le mentionner avant, là, mais par rapport à la chaîne de traitement des eaux, nous, on considère le plasma là, comme un procédé d'oxydation avancée. Là. Je pense que c'est peut-être rendu un peu plus évident maintenant, mais c'est ça. Donc, on va vous parler de, dans le fond, quelques travaux qu'on a fait, donc collaboration CTE, Université de Montréal, pour justement voir quel est le potentiel des plasmas pour la dégradation de certains polluants. Donc, dans un premier projet, là, on avait regardé la dégradation des hydrocarbures pétroliers. Ensuite, on a regardé des produits pharmaceutiques et finalement, on va vous parler aussi là, de dégradation de colorants. Vous voyez qu'il y a une certaine gamme là, de polluants qu'on peut attaquer. Donc ça, c'est ici, on vous présente là, un premier projet qu'on avait fait. Ici, on traitait, donc vous voyez sur l'image en haut à droite, vous voyez, c'est un plasma qui est généré par des micro-ondes. Donc, il y a un tube dans lequel il y a un mélange d'argon, soit de l'argon ou un mélange d'argon d'azote qui était alimenté. Et on produit la décharge que vous voyez. Puis ensuite, on envoyait le gaz vers le liquide à traiter.
Puis donc, bon, ici, c'était un essai de faisabilité qu'on faisait. Donc, on voulait voir est-ce qu'on est capable de produire des espèces oxydantes, est-ce qu'on est capable de dégrader le polluant. Puis, la réponse était oui. Donc, vous voyez en haut à gauche, là, on avait mesuré la production d'espèces oxydantes. Donc, on avait des concentrations de H2O2 puis de OH qui tournaient autour de la dizaine de milligrammes par litre après 30 minutes d'exposition au plasma. Ensuite, si vous regardez en bas de l'image, vous voyez le pourcentage de dégradation de nos hydrocarbures. Donc, on arrivait là, dans les meilleures conditions à 90% de dégradation après 30 minutes de traitement. Cela dit, il y avait un problème avec cette approche-là, c'est le coût du traitement. Les coûts, en fait, venaient de deux facteurs. Le premier, c'est l'alimentation en gaz, étant donné qu'on utilise de l'argon, de l'azote, qu'on doit envoyer ça quand même à haut débit pour qu'il y ait un mélange avec l'eau, ça crée des coûts élevés. Puis la deuxième raison, c'est les coûts en électricité. Donc ici, là, je parlais de plasma froid tantôt, mais ici, le plasma micro-ondes, c'est plus un plasma tiède. On a des températures du gaz qui sont autour de 2500 Kelvin et donc, ça demande aussi plus de puissance pour générer ce gaz-là. Donc, bon, c'est ça. Fait que là, vous voyez le tableau des coûts, peut-être vous sursautez un peu, là, mais c'est normal parce que le but, c'était pas de trouver un procédé optimisé, c'était vraiment de montrer la faisabilité du traitement. Donc, ensuite, on est passé à un deuxième projet où est-ce qu'on a changé l'approche. Donc, vous voyez là, la décharge qu'on a utilisée dans un autre projet ici pour la dégradation des produits pharmaceutiques. Et ici, là, c'est vraiment un plasma froid qui est où est-ce que, comme je disais, les espèces neutres sont à température de la pièce. Et là, c'est une décharge où est-ce qu'il y a une pointe qui est à haute tension et une électrode immergée dans l'eau qui est mise à la terre. Et donc, la décharge va se créer en phase gazeuse, mais il va y avoir aussi de l'interaction avec le liquide, là. Il y a des électrons qui vont être créés, qui vont être générés dans la phase liquide. Et ici, bon, le premier avantage de cette géométrie-là de décharge, c'est qu'on a un plasma froid. Donc ici, on peut diminuer les coûts en électricité. On a plus d'interaction de la décharge avec le liquide parce qu'on génère la décharge directement là, en partie en phase liquide. Et c'est une décharge qu'on génère à l'air ambiant. De ce faisant, on élimine les coûts d'alimentation en gaz. Et en plus, on peut penser à différents systèmes où est-ce qu'on pourrait mettre un effluent en circulation et donc optimiser ensuite le temps de traitement. On pourrait penser à, c'est un système qui se prête bien aussi à la mise à l'échelle, donc on pourrait penser à, par exemple, une multitude de pointes qu'on met en série là, et qu'on fait passer l'eau à proximité. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était la technologie du deuxième projet. Ensuite, pour les résultats, on a réussi donc, on avait attaqué deux produits pharmaceutiques, l'amoxicilline puis la carbamazépine. Et on a, dans le fond, réussi. Bon, il y avait un produit qui était un peu plus facile à attaquer que l'autre, l'amox. Pour le CBZ, on a eu des taux d'élimination un peu plus faibles, mais vous voyez là, qu'après 90-120 minutes de traitement, on avait des taux d'élimination de 90% pour l'amox. C'est un peu plus dur pour le CBZ, mais et remarquez aussi que les temps de traitement sont un peu plus longs dans le cas de la décharge. La raison, c'est que le volume de traitement est un peu plus limité dans cette géométrie-là. Cela dit, on avait quand même des coûts de traitement qui étaient beaucoup plus faibles pour les raisons là, que j'ai expliquées précédemment. Après ça, bon, c'est quoi les perspectives avec ça? On pourrait essayer de coupler le traitement de plasma avec d'autres traitements. Tantôt que je parlais du procédé d'oxydation avancée, on peut le voir comme étape tertiaire à une chaîne de traitement, donc comme une espèce de procédé de raffinage, ou bien on pourrait le mettre aussi là, au début comme un genre de pré-traitement de l'eau à traiter. Aussi, là, comme j'ai dit tantôt, on peut trouver différentes stratégies pour essayer de maximiser l'interaction avec le plasma et l'eau, comme par exemple mettre l'eau en circulation. Donc voilà. Donc je vais laisser la parole à mon collègue Ahmad pour vous parler de la dégradation des colorants. Bonjour tout le monde, merci Julien. Donc, je vais continuer, donc c'est le même aspect que Julien a introduit, mais cette fois-ci, on va l'appliquer sur la décoloration des colorants
Donc, je vais vous montrer 3 dispositifs différents. Les 3 dispositifs, en fait, sont basés sur l'interaction d'un plasma avec l'eau qui est en statique. Mais gardez dans votre esprit là qu'on a aussi étudié plusieurs systèmes, que ce soit un plasma submergé dans l'eau, donc on fait un plasma direct dans l'eau, ou encore des plasmas dans des bulles de gaz dans l'eau. Mais voilà, donc on peut discuter cet aspect plus tard. Donc, dans ces systèmes-là, c'est en général un jet de plasma, ce qu'on appelle TIAGO, donc torche à injection axiale. Donc, avec cette torche-là, on peut contrôler plusieurs paramètres. Donc, les paramètres que je vais vous montrer, les influences ici, c'est la distance en fait entre la tête de la torche et la surface de l'eau. Donc, par exemple, si vous regardez la graphique en haut à droite, on va voir l'évolution de la concentration de colorant en fonction du temps de traitement. Et ce qui est important de voir qu'à faible distance, en fait, de comparer la faible distance et la grande distance. Donc, à faible distance, on peut traiter beaucoup plus rapidement le colorant, donc on peut le dégrader. Et si vous regardez les images qui correspondent à ces deux images-là, donc nous avons en fait 2 types de plasma. Le premier type de plasma, ce qu'on appelle des plasmas d'art, donc où on voit des filaments de plasma qui sont en contact direct avec la surface de l'eau. Donc, ce genre de plasmas sont très riches en densité électronique. Par contre, si je compare à la deuxième figure qui est à la distance 22 mm, on voit en fait ce qu'on appelle une post-décharge. Donc, cette post-décharge est faible en densité électronique, mais il est plus riche en espèces réactives comme les N2, comme les molécules N2+, les molécules métastables, M2, etc. Donc, toujours dans ce même système-là, donc si on se met dans la condition où le traitement est efficace au niveau de distance, et si on change le débit de gaz, donc on voit que l'influence des débits est pas très significatif, et c'est en fait parce que une fois donc on a couplé le plasma avec le liquide, a priori le fluide gaz ne change pas la zone d'interaction. Donc il y a un débit minimal qu'il faut l'optimiser pour traiter ce genre de polluants. Donc, sur la graphique au centre en bas, donc on voit ici l'influence de la composition des gaz. Et donc, là, dans un argon, on a commencé à ajouter un certain pourcentage d'azote. Et vous voyez directement donc l'évolution de la concentration de polluants en fonction du temps est très dépendante de la nature des gaz, ce qui est normal parce que là, on change tout ce qui est chimie de plasma et donc tout ce qui est réaction chimique qui est introduit avec l'eau. Et donc, si vous avez un PSP chimique, là, vous pouvez voir que les taux de réaction changent énormément en fonction de la concentration d'azote dans l'argon. Et ce qui est important, là aussi, en fait, on peut avoir un traitement efficace. Regardez, par exemple, à 20% d'azote et 20% d'azote dans un plasma à la pression atmosphérique. C'est pas simple d'arriver à ce genre de pourcentage si on va penser plasma hors équilibre ou plasma tiède dans ce genre de plasma. Donc, le dernier paramètre, c'est en fait la conductivité de l'eau. Donc, en fait, la conductivité de l'eau, c'est un paramètre important, très, très important en fait dans le traitement des eaux parce que on peut avoir des eaux de différentes conductivités. Et lorsqu'on parle d'un plasma qui est un milieu conducteur très réactif, donc il y a des électrons, des ions, et donc il va dépendre de la cible, donc de l'eau et de sa conductivité. Et donc avec ce genre de système-là, on voit directement que l'influence de la conductivité n'est pas très importante, donc on peut traiter de l'eau à très faible conductivité, mais même de l'eau aussi à très haute conductivité, puis on obtient la même efficacité. Dans d'autres systèmes, donc on peut voir, je ne le montre pas ici, mais c'est très dépendant. Donc, par exemple, on fait des traitements efficaces à faible conductivité, mais ils deviennent très moins efficaces à très haute conductivité. Mais voilà, donc ça c'est un autre système où là on fait un décharge AC entre une pointe métallique et la surface de l'eau. Donc ce qui est important dans ce genre de dispositifs est qu'on fait un plasma, je vais appeler ça submillimétrique, c'est dans quelques millimètres de la distance, et donc c'est très petit, hein, mais vous allez être surpris là de l'efficacité de ce genre de plasma, parce que là on travaille donc dans l'air ambiante, on n'a pas besoin de pomper, on n'a pas besoin de
fermer les systèmes, etc. Et donc, plus la distance entre la pointe et l'eau est faible, plus on a un traitement efficace. Et donc, on n'a pas besoin de créer le grand plasma pour faire des traitements efficaces. Mais voilà, il suffit juste de générer le plasma dans ces milieux. Bah, l'air, en fait, vous savez, il contient de l'azote et de l'oxygène. Ce sont des espèces très importantes au point de réactivité chimique. Et couplé avec l'eau, il contient de l'hydrogène et de l'oxygène. Et là, on peut fermer encore une autre série des espèces très réactives de type oxygène, ozone, OH, H2O2, etc. Et donc, avec ce système-là, je vous montre très vite là, donc l'effet de 3 modes de traitement. Donc, le mode 1 est là, donc on peut comme créer une décharge pendant les 2 périodes de l'oscillation. Donc, pendant l'oscillation positive, la demi-oscillation positive et la demi-oscillation négative. Et ça, c'est le mode en fait le plus efficace. Ensuite, les modes 2, où là, on peut en fait, je passe directement au mode 3. Donc là, on peut créer un plasma uniquement pendant la demi-oscillation négative, mais on a un champ électrique avec la première demi-oscillation. Et donc là, on couple un champ électrique avec un plasma et donc on peut induire des effets encore plus importants. Et là, vous voyez, par exemple, l'effet de mode de traitement sur la dégradation de méthylène-bleu, qui est le colorant donc test. Et le troisième cas, donc c'est un dispositif similaire, mais cette fois-ci, donc on voulait comprendre c'est quoi l'influence de la polarité. Donc si on ne couple pas les polarités, et si on travaille soit polarité positive, soit polarité négative, et dans ce cas-là, donc on a utilisé un pulseur qui peut faire des pulses soit positives, soit négatives, avec différentes amplitudes de la tension, différentes largeurs de la pulse. Et là, on a testé aussi différentes distances. Donc, vous voyez ici l'influence des différents paramètres. Par exemple, sur la courbe en bas à gauche, donc on voit l'influence de la tension, de l'amplitude de la tension appliquée. Et puis, on voit que l'efficacité commence à augmenter à partir de 6 kV, puis augmente en augmentant la tension. Et là, on atteint 100%. Et si on compare polarité positive et négative, la négative a montré toujours une efficacité un peu plus grande que la positive. Donc, la même chose, l'effet de la largeur de la pulse de la tension qu'on l'applique, plus la pulse est grande, donc plus la pulse est longue, plus on fait un traitement efficace. Et ça, c'est un peu normal parce qu'une fois on crée le plasma, en fait, le plasma va initier, puis ensuite, elle va continuer pendant toute la pulse. Donc, on fait un traitement plus long. Plus long, mais en fait, c'est à l'échelle, comme vous voyez, c'est de l'ordre des nanosecondes. Donc, à nous, pour nous, c'est comme négligeable, mais c'est très important au niveau de traitement. L'influence de la distance interélectrode, donc ça c'est un paramètre aussi important. On voit qu'en polarité négative, donc de 1 à 5 mm, on garde une efficacité assez haute, donc à peu près à 100%, puis en positif, ça diminue. Pourquoi en fait? Parce qu'une fois on démarre le plasma avec une impulsion négative, le plasma dans les gaps, donc dans l'air, il est très ce que je veux dire, il n'est pas très illuminé, mais en fait, sur la surface de l'eau, on crée un plasma. C'est comme une couche de plasma qui est à la surface de l'eau. Et donc, dans ces cas-là, on optimise, si vous voulez, énergétiquement. Donc, on ne perd pas de l'énergie à développer les plasmas dans la colonne, mais on peut faire la couche de plasma à la surface de l'eau. Et donc, on peut intensifier les échanges chimiques avec l'eau et donc dégrader le polluant. Donc ici, je vous montre encore une fois dans les systèmes, en fait, avant, c'est comme des mesures quantitatives sur différentes choses qu'on le voit dans les liquides après traitement. Donc, vous voyez là, ici, la concentration des nitrates et la concentration des nitrites. On voit, par exemple, pour les NO2-, au début de traitement, ça augmente pour un pic à peu près de 0,3 à 0,4 mg par litre, puis ensuite, ça diminue. Pour les NO3-, on voit une augmentation en continu en fonction du traitement. C'est normal en fait parce que les NO2- se transforment en NO3- dans le liquide. Concernant la concentration de H2O2, donc là, j'ai pris des cas classiques où on compare donc, les traitements l'eau sans colorant puis le traitement de l'eau avec colorant. Avec colorant, c'est un peu plus petit qu'avec l'eau. C'est normal parce qu'on consomme les H2O2 pour dégrader le polluant. Et encore une fois, donc avec une polarité négative, on voit que la concentration de H2O2 est un peu plus grande qu'en polarité positive. Donc voilà, si on parle de H2O2, là, on peut faire le lien avec des radicaux OH.
qui ont, eux, les plus responsables à faire les traitements et donc les réactions chimiques dans l'eau. Donc, j'ai fini cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, soit maintenant, soit après, comme vous le souhaitez. Merci. Donc, regardons un peu maintenant les données du marché sur la technologie du plasma froid notamment. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une segmentation géographique de la technologie plasma sur le marché. Donc, ce qu'on peut regarder ici sur le graphique, c'est l'évolution et l'avancement, la croissance de l'utilisation de la technologie plasma sur le marché, donc que ce soit sur le continent européen, l'Asie ou bien en Amérique du Nord. Ce qu'on peut retirer, c'est que le plasma, elle est en croissance entre 2018 et ce qu'on peut avoir en 2025 et même plus. On parle surtout au cours des dernières années d'une croissance qui dépasse les 16%, que ce soit en Europe, en Asie ou bien en Amérique du Nord. Donc, tout à l'heure aussi, on a parlé un peu de l'inconvénient de l'ozonation au niveau de la dissolution partielle de l'ozonation. Juste ici, pour vous donner une idée sur le marché de l'ozonation des générateurs d'ozone, qui a enregistré au cours des dernières années une croissance de 4% entre 2020 et 2026. Cette croissance, elle est plus soutenue, elle est supportée par les normes strictes de rejet au niveau du traitement des eaux usées. Et on parle surtout au niveau de l'ozonation d'une valeur marchande du générateur d'ozone qui peut atteindre les 450 millions de dollars d'ici 2026. Pourquoi on parle de ça? Parce que nous, on voit que la technologie plasma, elle pourrait être une alternative pour remplacer donc les systèmes d'ozonation qui existent actuellement sur le marché. Je prends l'exemple de la ville de Montréal actuellement. Donc, la ville de Montréal, on sait tous qu'actuellement, elle est en construction de systèmes d'ozonation. L'usine elle-même, le coût de construction, il est aux alentours de 500 millions de dollars. C'est les derniers chiffres sortis par la ville de Montréal, utilisés principalement pour la désinfection et éliminer tout ce qui est contaminant émergent, notamment, ça inclut les produits pharmaceutiques. Et la désinfection elle-même, ça peut aller coûter jusqu'à 9 millions de dollars par année. Au niveau du positionnement du plasma froid dans le secteur de traitement des eaux, donc si on regarde bien sur le marché, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la technologie water plasma. Donc la technologie water plasma qui fait partie des procédés d'oxydation avancée, donc utilisés comme traitement tertiaire en Europe, et ça a été utilisé, appliqué pour le traitement des effluents industriels issus des industries pharmaceutiques. On parle actuellement de l'installation des prototypes sur site, de validation de ce prototype sur site, et on parle aussi surtout d'un coût opérationnel de ce prototype autour de 2 € par mètre cube. Les études actuellement avec cette technologie brevetée, c'est d'aller optimiser encore plus cette technologie et aussi réduire le coût opérationnel de traitement. Sur le marché, donc en Europe, on parle de 95 000 d'entreprises chimiques en Europe qui sont actuellement besoin des systèmes de traitement sur site pour traiter donc leur eau usée. On parle d'une taille de marché potentielle de 225 millions d'euros pour ce système plasma. Je prends l'exemple du Pays-Bas, l'Italie et la France qui représentent aux alentours 31% du marché de l'Europe. Si on parle à l'échelle canadienne, donc Environnement Canada en 2013, elle a fait sortir donc tout un rapport sur la contamination du fleuve Saint-Laurent par des produits émergents, notamment cosmétiques, produits pharmaceutiques, des produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens comme les oestrogènes. La source de ces polluants, c'est généralement les hôpitaux, les égouts. Et ce qu'elle recommande dans son rapport, c'est de traiter à la source ces produits-là. Actuellement, comme je l'ai mentionné pour la ville de Montréal, il y a aussi la ville de Calgary, la ville de York, qui utilisent donc des systèmes d'ozonation en couplage avec l'UV ou bien utiliser l'ozone tout seul. Au niveau des procédés d'oxydation avancés utilisés comme traitement tertiaire dans la technologie plasma pourraient être donc appliqués ou bien utilisés dans cette gamme de procédés. Ce qu'on peut dire, c'est que les procédés d'oxydation avancés actuellement sur le marché,
ils vont avoir un taux de croissance de 8% entre les années 2016 et 2021, donc on est actuellement là-dessus. Et on parle surtout, le marché mondial, il pourrait atteindre les 6,5 milliards de dollars pour l'utilisation de ces procédés en tant que traitement tertiaire. Au Canada, au niveau de nos stations d'épuration, ce qu'on peut dire ici, c'est que il y a, mettons le Québec, l'Ontario, on peut dire absence ou bien présence partielle de systèmes de traitement tertiaire dans les stations d'épuration, comparativement, si on peut regarder comparativement à la province de l'Alberta ou Saskatchewan, qui est de plus en plus utilisé ce type de procédé. L'absence, bien sûr, d'un système de traitement tertiaire, ça pourrait être déjà une bonne opportunité pour la technologie plasma pour se positionner sur le marché. Donc, si on résume en termes de force, en termes de faiblesse ou bien des défis, d'opportunités pour la technologie plasma, ce qu'on peut dire au départ, c'est que la technologie plasma, c'est une technologie innovante. On parle des nouveaux procédés, on parle d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle façon de faire dans le secteur de traitement des eaux. On parle d'une technologie respectueuse de l'environnement, donc tout ce qu'on génère, tout ce qui est responsable de traiter nos polluants avec le plasma, c'est généré in situ. On n'a pas besoin de réactifs chimiques, de coûts d'entreposage de produits chimiques, de coûts de transport. C'est des systèmes automatisés, donc on n'a pas besoin vraiment d'opérateurs pour manipuler ce genre de procédé. C'est des technologies performantes avec ce qui a été démontré actuellement sur le marché, sur site, ou bien ce qu'on a vu aussi dans nos laboratoires. C'est une technologie aussi qui pourrait être appliquée directement sur site, sur terrain, modulaire, notamment dans le sens qu'on peut l'appliquer en couplage avec d'autres procédés, notamment des procédés de traitement biologique, et l'appliquer en termes de traitement tertiaire. En termes d'opportunités aussi, la technologie plasma, déjà actuellement, elle est utilisée dans plusieurs secteurs, l'agroalimentaire, la décontamination des surfaces, le domaine de la santé, les textiles. La tendance actuelle, c'est d'aller s'orienter pour l'appliquer dans le traitement des eaux. Également, donc, en termes d'opportunités, l'augmentation de l'urbanisation qui va exaspérer la problématique des contaminants émergents, l'industrialisation aussi importante qui va nous ramener des nouveaux polluants présents dans nos rejets d'eau. Également, en termes d'opportunités, se positionner immédiatement pour ceux qui développent donc la technologie plasma comme premier entrant lorsque la réglementation sera adoptée, surtout en termes lorsque la réglementation elle va être beaucoup plus pointue, beaucoup plus stricte, surtout mettons si je parle des contaminants émergents. Donc, en termes de défis, ce qu'on peut dire, c'est la commercialisation actuelle limitée de la technologie. Mais on a vu, selon les chiffres, quand même, il y a une croissance de s'orienter vers la commercialisation de cette technologie. Il y a aussi l'absence de réglementation, surtout pour les contaminants émergents, un capital d'investissement initial élevé pour quelqu'un qui veut développer la technologie. En termes de menaces, bien sûr, une courbe d'adoption d'une nouvelle technologie et la difficulté de se substituer, surtout pour des joueurs actuels qui ont des technologies existantes, qui l'utilisent, malgré que le plasma pourrait être une très bonne alternative pour remplacer ces technologies. Donc, ce qu'on peut dire en perspective, c'est qu'aujourd'hui, la technologie plasma, elle pourrait être une très bonne opportunité dans le domaine de traitement de l'eau, un nouveau créneau dans le secteur de traitement d'eau pour les compagnies qui développent les technologies, qui s'intéressent à développer des technologies innovantes sur le marché, et surtout aussi pour les hôpitaux et les industries, il y a ce qu'on appelle l'accessibilité sociale, et aussi dans un contexte de développement durable, se préparer aux nouvelles normes et aussi aux exigences environnementales que le gouvernement ou bien le ministère pourrait nous imposer. Merci pour votre attention. Donc, je pense qu'on va aller vers la table ronde.